Bienvenue sur podcast.lu. 3 fois par mois, on vous fait rencontrer un acteur business, start-up ou culture de la vie luxembourgeoise. À l'origine de ce projet, Marie-Rebecca, Stéphanie et moi, Isabelle. Pour ne manquer aucune interview, rendez-vous sur podcast.lu et sur Spotify. Clap de début. Ah ouais. Bonjour, mon premier invité est un réalisateur de films qui a débuté en produisant des projets comme la réalisation de clips musicaux pour divers artistes, dont Robbie Williams. En 2006, il est le premier luxembourgeois à être invité au Berlinale Talent Campus et représente le Luxembourg en tant que membre du jury jeune au Festival de Cannes. En 2013, il coécrit, produit et réalise son premier long métrage, Les Gars. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'interviewer au sujet de sa carrière, du dernier film qu'il a réalisé, Sawa. Un long métrage qui sort à la rentrée sur les écrans français et belges. Pour ce premier épisode de Culture de podcast.lu, je rencontre Adolphe Elassalle. Bonjour Adolphe. Bonjour. Alors, est-ce que vous approuvez cette intro ? Ouais, j'aime beaucoup. Vous avez fait vos recherches, c'est cool. Ok, pour commencer, je vous propose de parler de votre actualité, le film Sawa. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch ? Le pitch. Long ou petit ou court ? On a le temps, on a le temps. Ok, donc le pitch, c'est l'histoire de Samir, un DJ égyptien, aussi connu sous le nom de Scarab. Il est invité pour aller à Bruxelles pour un grand événement. Et en chemin, il y a son avion qui est dérouté vers le Luxembourg. Et il doit essayer de trouver un moyen pour arriver à Bruxelles à temps. Mais bien sûr, là, il reste bloqué dans ce petit pays dont il n'a jamais entendu parler, qui s'appelle le Luxembourg, ou le Grand-Duché du Luxembourg. Et tout à coup, il perd ses papiers, sa musique, son identité. Et les autorités, ils croient que c'est un clandestin ou un sans-papier. Et lui, il essaie de tout faire pour prouver que le contraire. Et bien sûr, il rencontre des personnages de toutes les couleurs pour essayer d'arriver à Bruxelles à temps. Pendant tout ce temps-là, il y a aussi dans son pays d'origine, là aussi, il y a des conflits qui se passent. Donc, il est un peu coincé entre les deux mondes et il ne sait pas s'il doit continuer sa route ou pas. Oui, en fait, vous racontez ces péripéties au Luxembourg. Pourquoi vous avez choisi de situer l'action au Luxembourg ? La raison principale, c'est en fait parce que c'est basé sur beaucoup d'expériences de moi-même. Donc, moi, je suis né en Égypte, j'ai grandi ici depuis l'âge de 6-7 ans. Et mes parents aussi sont venus par erreur au Luxembourg, donc c'est jamais prévu. Oui, parce que ça, j'ai lu pas mal dans les interviews, vous dites par erreur. Est-ce que vous pouvez développer ça, ce par erreur ? Ouais, donc à l'époque, nous on vivait aux Émirats Arabes Unis. Donc on avait une très très belle vie là-bas, on vivait vraiment à l'aise. Ma mère elle est médecin, mon père il est pharmacien. Et pendant l'été, il fait vraiment très très chaud là-bas. Donc là, 50 degrés c'est un peu la moyenne. Donc ils ont décidé de faire un voyage à travers l'Europe. Donc ils ont pris le train, ils ont pris l'avion je crois vers la Grèce. Et puis après ils ont commencé à prendre le train vers tous les petits... pour redécouvrir l'Europe. Et un jour ils voulaient aller jusqu'à Bruxelles en train. Et le train il s'arrête à Luxembourg. Et mes parents ils sortent du train, ils étaient persuadés que c'était Bruxelles. Donc ils n'avaient jamais entendu parler de ce petit pays. Ils croyaient que c'était une ville peut-être en Allemagne ou je sais pas, mais c'est vraiment persuadé que c'était que c'était Bruxelles. Et puis petit à petit, ma mère elle a découvert les beaux paysages qu'il y a ici, surtout la verdure, parce qu'ils ont découvert que la Moselle, donc à Rémisch, donc les vignes et tout ça. Et ma mère elle avait tellement aimé ça qu'elle a réussi à persuader mon père de recommencer leur vie à zéro. Okay, sans raison, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus en tant que réfugiés ou pour des raisons économiques. C'était vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur comme ça. C'est que je ne sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment. Mais je crois qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, mais je ne suis pas sûr. Donc là, en ce moment, je suis en train de rechercher un peu. Mais pour moi, c'est plus un coup de cœur. Et mes parents, ils ont décidé de recommencer leur vie, mais vraiment à zéro. Donc ils n'avaient pas les langues, les diplômes n'étaient pas reconnus, les enfants ils devaient aller à l'école donc on devait recommencer un peu toute notre vie. Donc, et moi j'avais l'habitude aussi, aux Émirats on avait une vie vraiment magnifique, c'est que j'allais à l'école privée, nanny à la maison, et tout ça, et puis après ici, là vraiment... Là, au début c'était chouette, mais après il y avait beaucoup de galères qu'on a vécues, donc aussi au niveau des papiers, économiques. Pour vous c'était un grand changement aussi, au niveau de langue aussi déjà. Vous aviez quel âge ? J'avais je crois 7 ans quand je suis entré à l'école. Ouais. Mais le truc, l'avantage que je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais je crois que les gens du Moyen-Orient, donc pour eux c'est plus facile d'apprendre les langues. Donc c'est vraiment on a vraiment
c'est un talent que moi je connais, moi ou mes frères et sœurs, ou aussi pas mal de gens de la région qui ont grandi ici, donc on a appris assez facilement l'allemand, le français, l'anglais je connaissais déjà, le luxembourgeois, bien entendu. Et... Vous étiez à l'école locale du coup? Oui, à l'école locale, donc j'étais là à Rémiche. Et à l'école, mais j'étais un peu vieux, donc j'étais en maternelle, je crois que j'avais 7 ans quand j'étais en maternelle. Et puis après, les maîtresses, ou la maîtresse, elle a vu que je savais lire et écrire, et que j'apprenais assez vite, et puis tout à coup ils m'ont mis en première primaire. Aussi j'étais un peu vieux, mais ça passait. Et puis après j'ai continué mon parcours, avec beaucoup de hauts et des bas. Donc, par exemple, lycée, je crois que j'ai fait 4 ou 5 lycées. Quand j'étais au lycée, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et plein de délires comme ça. Donc, grâce à toutes ces expériences, j'ai réussi un peu à mettre tout ça en tant que cinéaste. C'est que j'essaie de raconter un peu mes histoires en grandissant au Luxembourg. Et pour revenir au film de Sawa, c'est une comédie qui commence comme un vaudeville avec le héros qui est donc ce célèbre DJ égyptien qui est pris par erreur pour un réfugié. Mais c'est une comédie qui aborde des thématiques complexes, des situations difficiles, de crise. On parle de la crise politique en Égypte. Avec la fiancée du héros qui est journaliste et qui se retrouve à la place Tahrir lors des manifestations. On parle aussi de la situation des réfugiés en Europe. C'était important pour vous d'en parler? Pour moi, c'est que j'essaie de raconter une histoire forte, premièrement. C'est que pas un truc qu'on oublie facilement. Mais j'essaie aussi d'être un peu le plus... c'est-à-dire de ne pas prendre de position. C'est que ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que moi, je trouve que c'est pas trop juste de raconter l'histoire des jeunes Égyptiens de ma génération, parce que moi, j'ai pas grandi en Égypte. Et puis après, c'est pas juste de raconter aussi ma position par rapport à la crise de réfugiés récente, mais qui était déjà là avant. Donc c'est toujours avant, dans les années 90, c'était les gens du Balkan ou d'Afrique subsaharienne. Et c'est des choses, comment dire, c'est que j'ai jamais essayé de prendre une position. Et mon but, si vous regardez dans le film, vous allez voir que je ne dis pas de date ou de nom. Okay, donc c'est quelque chose que j'essaie de faire que ce soit intemporel, parce que c'est des choses qui ont toujours été là. C'est-à-dire que c'est des problèmes, surtout en Égypte, c'est qu'en 2011, tout à coup avec le printemps arabe, que ça a été très très médiatisé, mais c'était quelque chose qui existe là depuis 50 ans. Mais les gens, ils n'ont jamais réussi. Ça veut dire que les médias, ça ne les intéressait pas trop. Et tout à coup, il y avait eu tout, grâce à Facebook et tout ça, ça a commencé à devenir quelque chose d'intéressant. D'attractif de tous les côtés. Et moi, je trouvais ça assez intéressant parce que je voulais vraiment raconter un peu cette frustration des jeunes. Parce que l'Égypte, c'est un très très beau pays. C'est vraiment, les gens, ils sont géniaux. Vraiment, ils ont vraiment beaucoup de cœur. Mais il y a un gros problème là-bas, c'est vraiment au niveau de l'économie. Elle est très très mauvaise depuis des années. Et surtout les jeunes, c'est un des pays au monde où il y a plus de gens qui sont éduqués. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. C'est que beaucoup de jeunes qui sont éduqués, qui ont vraiment un bac +3, +4, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Donc ils ont beaucoup de talent et des diplômes, ils n'arrivent pas à trouver du travail chez eux, donc ils essaient de trouver le bonheur ailleurs. Ce qui est un peu dommage. Et ça, c'est un peu aussi la base pourquoi je voulais raconter aussi cette histoire du jeune qui est un peu frustré, qu'il a un talent, il a quelque chose, et je voulais pas vraiment montrer aussi une sorte d'oppression ou un truc du genre, parce qu'il y a pas vraiment, il y a une sorte d'oppression aussi dans le Moyen-Orient, mais c'est pas vraiment une oppression, c'est un truc très, on va dire culturel ou historique, on va dire ça comme ça, qu'il y a pas vraiment il y a une sorte d'autocensure qu'il y a là-bas, c'est-à-dire que on essaie de s'adapter pour ne pas blesser les autres ou quoi que ce soit. Et moi, le truc, c'est que la seule raison pourquoi Samir il voulait partir de l'Égypte, c'est vraiment pour essayer d'avoir une chance ailleurs, parce qu'il a l'impression de ne pas l'avoir chez lui. Et aussi de prouver par rapport à son père, parce que son père aussi, il n'accepte pas qu'il était son choix. musicien. Donc ça, c'est des choses que je veux aussi mettre en avant, et c'est aussi basé un peu sur mon expérience à moi, parce que j'étais aussi DJ, donc quand j'avais commencé, j'avais 16 ans, donc j'étais trop jeune pour entrer en boîte, mais je jouais aussi dans une des plus grandes boîtes au Luxembourg. Et mes parents, ils n'ont jamais vraiment compris. Et puis après, quand je suis devenu cinéaste, ils n'avaient pas compris du tout. Et en plus, en étant le plus vieux de 6 enfants,
Ça veut dire que je suis l'aîné. Ah oui, pour montrer l'exemple. Donc, montrer l'exemple, j'étais toujours un peu le gars qui faisait un peu n'importe quoi. Je me sentais un peu. C'est-à-dire que j'étais toujours un artiste depuis que j'étais jeune. C'était un truc qui me fascinait. Et chez eux, il y avait aussi ce côté artiste refoulé, comme chez le père du héros. En fait, j'ai découvert ça récemment. Que, en fait, mon père, il a cette touche artistique, il l'avait toujours, mais c'est que maintenant qu'il la vit. C'est que le gars qui joue le père de Samir dans le film, en fait, c'est mon vrai père. Ah, ok. Et on a filmé aussi dans sa pharmacie où il a travaillé il y a 40 ans en arrière. Ah, génial. Donc, et pour moi, parce que je galérais pour trouver cet acteur-là, et tout à coup, il fallait que je trouve un acteur égyptien ou Luxembourg parce qu'il y a des points au niveau des financements et je sais pas quoi. Et j'ai cherché j'ai galéré pour trouver un acteur égyptien parce que je veux vraiment un égyptien de cet âge-là. Et c'était tellement dur. Et à la fin, j'étais un jour assis à table avec mes parents et puis je vois mon père juste en train de bouger, parler, raconter ses histoires et tout. Et là, je dis, ouais, ça peut être vraiment peut-être quoi qui peut jouer. Et la production, ils m'ont dit, ouais, c'est impossible, ok, c'est pas un acteur, il va nous faire perdre beaucoup de temps, et surtout si on va tourner en Égypte, ces scènes et tout ça, ça sera vraiment très très dur. Et puis après, à la fin, c'était le gars, c'est le bout du tournage le plus facile qu'on a eu, parce que mon père était tellement naturel, en deux prises. Il est bien, hein. Ouais. En 2 prises, c'était dans la boîte, et il jouait d'une façon tellement naturelle et tellement honnête, que même toute l'équipe, qui comprenait même pas ce qu'il disait, parce que j'avais une équipe luxembourgeoise et belge, et ils en sont tombés sur le cul, ils n'avaient pas compris, ils ont dit qu'il y avait tellement d'émotions dans ces scènes qu'il y a des gars qui ont commencé à avoir des larmes aux yeux et je sais pas quoi. Et l'acteur principal qui est vraiment un très très grand acteur en Égypte, le gars, il m'a dit c'était très très dur pour lui, parce que lui aussi, il pouvait aussi s'identifier dans ça et tout ça. Et moi en tant que réalisateur, moi c'était encore pire. Moi, c'est que je crois que j'avais l'impression que mon père il disait à Samir ce que lui voulait peut-être me dire pendant les années. Et depuis qu'il a joué dans ce film, il commence à avoir pas mal d'offres pour jouer dans des séries, des films en Égypte. et là, il a aussi commencé une nouvelle passion en tant qu'artiste, c'est qu'il fait des tableaux avec des mégots de cigarettes. Donc ça, peut-être c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser peut-être un jour. C'est que, et là, tout à coup, il y a le monde entier qui est en train de parler sur lui. C'est un truc de fou. Depuis les 2 dernières semaines, il y a quelqu'un qui avait découvert que le gars il faisait des tableaux avec des mégots de cigarettes, donc il s'amuse. Parce qu'attends, il habite entre Luxembourg et Blackpool en Angleterre, c'est au nord de l'Angleterre, c'est un coin perdu, mais très touristique pour les Anglais. Et il va là-bas sur les plages pour ramasser les mégots, et puis avec ça, il fait des tableaux. Mais vraiment, des gros trucs. Donc, pendant les derniers mois, il a ramassé, je crois, 120, 150 000 mégots de cigarettes. Donc, et là, tout à coup, tous les médias anglais et internationaux donc, ils sont intéressés par lui et il a maintenant sa touche artistique. Hier, je l'ai vu, il était tout content parce qu'il a dit on lui a donné une des plus belles galeries d'art à Blackpool en Angleterre là, pour représenter ses œuvres là, à la rentrée. Donc, il est tout excité pour voir son premier vernissage et tout. Et... Ah oui, c'est dingue parce que finalement, lui aussi devient un artiste maintenant. Ouais, donc tout à coup, comme ça, à 70 ans, il trouve sa touche d'artiste et... Donc je crois que, tout ça, il y a une sorte de balance et aussi ma relation par rapport à mon père, elle a complètement changé depuis qu'il a vu le film. C'est que même quand on parle et tout, donc c'était différent. C'est que avant il y avait vraiment un peu cette distance comme dans le film, parce qu'il ne comprenait jamais ce que je faisais et tout. Et puis tout à coup, maintenant, je crois qu'il comprend ce que je fais dans la vie et lui, il a trouvé aussi un peu sa touche en tant qu'artiste. Et sinon, dans ce film, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi pas mal de scènes d'action. Et ça bouge, hein, des poursuites en voiture. Techniquement, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce que vous avez des petites histoires à nous raconter? Techniquement, tout le film était techniquement très très difficile à mettre en place. Parce que moi, premièrement, déjà au scénario, c'est que j'avais insisté, parce que pour faire un film, c'est déjà très très compliqué. Et surtout un film de cette taille-là, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de partenaires financiers et tout ça. Il y a beaucoup de pression sur moi en tant que réalisateur, parce que je dois aussi me prouver, je suis encore un jeune réalisateur. Mais moi, je voulais vraiment faire un film où il y avait déjà vraiment l'humour, parce que pour moi, l'humour, ça me tient à cœur, parce que pour moi, c'est un défi, parce que c'est très très dur de faire rire les gens. Donc on dit toujours que la comédie, ça voyage pas. Et de faire un truc multiculturel, multilingue, comme moi je connais, pas pour Luxembourg. Et puis aussi mettre ce que j'aime bien dans les films, ce que j'aime bien être diverti. Et puis après, moi, je voulais toujours avoir un peu d'action pour faire ça, parce que moi je trouve que c'est assez chouette et c'est marrant de faire ça. Mais après la production, là, on a bien galéré pour avoir vraiment les scènes de poursuite, par exemple.
c'est qu'au Luxembourg, pour avoir une autoroute, c'était impossible. Ça, il y a 20 ans peut-être, là ça allait, mais aujourd'hui, c'était impossible. Même hors des heures de pointe? C'était impossible. En plus, on tournait en plein hiver, donc le soleil. Ok, c'est que on avait le soleil entre 9h ou 9h30 et 4h de l'après-midi. C'est-à-dire, donc on a un créneau qui est très très court, mais c'est pas des heures de pointe, mais il y a tous les travaux sur les autoroutes et tout ça, donc c'était impossible pour bloquer quoi que ce soit, parce qu'il fallait bloquer. Donc pendant des semaines, on s'est baladé à travers toute la Belgique pour essayer de trouver, parce c'est une coproduction avec la Belgique, on a essayé d'adapter un peu les scènes pour trouver les autoroutes en Belgique. Là aussi, on a galéré. Et puis après, à la fin, on a trouvé un bout. En fait, les scènes de poursuite, c'est sur 2 autoroutes différentes, en fait, qu'on avait fait ça. Où c'était les routes nationales et l'autre, c'est une autoroute. Et en Belgique, on avait de la chance parce qu'il y avait des bouts d'autoroute qui étaient fermés, complètement fermés, qu'il fallait juste nettoyer et qu'on pouvait vraiment avoir les cartes blanches pour faire ce qu'on voulait. Mais c'était pas si facile que ça parce que vu qu'on était en hiver, donc le temps, ça c'était le bordel absolu. Donc on devait toujours changer les plannings. Il y avait toute une logistique derrière qui est très très dure parce que vu qu'on bloque la rue, donc toutes les voitures qui sont là, ces figurants qui viennent avec leurs voitures, c'est-à-dire que s'ils viennent là et il pleut ou il neige, okay, on a perdu toute la journée. Okay, donc même au niveau de la production, il faut payer quand même les gens pour leur trajet et tout ça. Et donc il y avait vraiment beaucoup de galères de cette façon-là. Et on a eu aussi des choses. On a même vécu, même le dernier jour de tournage en Belgique, il y avait une scène où il y avait même une voiture qui s'est retournée. C'est-à-dire vraiment à la première prise. Et ça, c'est un truc, jusqu'aujourd'hui, ça me hante un peu. Mais grâce à Dieu, il n'y avait rien qui s'est passé, il n'y a personne qui était blessé ou quoi que ce soit. Mais c'était une histoire parce que. Je sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait vraiment quelqu'un qui avait mis de l'huile sur la route. Et puis après, tout à coup, à la première prise, la voiture, elle a tourné. Et nous, on était là en train de voir le truc. C'est un peu comme dans les films. Ouais. Elle a fait vraiment plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, tonneaux. Et vraiment, on avait tellement peur. On avait peur que la voiture allait exploser ou je sais pas quoi. C'était vraiment un truc, c'était dingue. Et en plus, c'était sur un pont. Là, j'avais peur que la voiture allait en C'était avec quels acteurs? C'était avec, en fait, c'est avec des stades. On avait des cascadeurs qui ont fait ça. Donc, ils avaient l'habitude. C'est des gars qui, 2 jours avant, ils faisaient les grosses superproductions américaines, Avengers, je sais pas quoi. Et puis après, ils étaient sur notre plateau. Et c'était des gars qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Mais là, ils n'avaient vraiment pas contrôle du véhicule. Et tout à coup, ça s'est passé. Et il n'y avait vraiment personne qui était blessé. Il n'y avait rien. Et après, c'était galère juste parce que là, on a perdu quasiment toute la journée de tournage à cause de ça, mais pour moi c'était plus important que l'équipe, que personne qui était blessé, parce que c'était dingue, et j'étais vraiment sur le point de réécrire le scénario, d'enlever complètement cette scène et tout, mais après la voiture elle avait rien, les acteurs, les cascadeurs ils avaient rien, donc là j'étais très content, et là à la fin on a quand même réussi à finir, et c'était le dernier jour de tournage, et puis après on a fêté le soir tout pour... ouais. Pour reparler des acteurs, on va parler du casting. Ouais. Et donc, tout d'abord le héros. Pourquoi Karim Kassem? Karim Kassem, en fait, pourquoi ce que je l'ai pris, c'est que il y avait plusieurs. Parce que moi, je galérais déjà pour trouver un acteur principal. Parce que mon but, c'est de trouver un acteur égyptien. Ça m'était ça me tenait à cœur. Parce que l'Égypte, c'est un peu dans le monde arabe, c'est l'Hollywood du monde arabe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est-à-dire du Maroc jusqu'en Irak. Là, vraiment, tout le monde regarde les séries et les films arabes. Et la musique égyptienne, égyptienne. Et en plus, la langue égyptienne, c'est la langue, on va dire, moi je trouve, phonétiquement, c'est la plus belle aussi. Okay, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'Égypte à cause de la langue, la musicalité dans la langue. Donc moi je suis allé en Égypte, j'ai cherché un acteur de cet âge-là, et j'ai rencontré quasiment toutes les superstars, un après l'autre. Vraiment, ils sont venus comme ça, ils ont fait tous des auditions, c'était dingue. Ah, génial. Okay, et moi, en tant que jeune réalisateur, comme ça, je les connais tous comme ça, à cause de la télé et tout. Et tout à coup, ils venaient comme ça, parce qu'ils ont dit, tu vois, un grand film européen, je sais pas quoi. Donc, ils sont venus après l'autre. Et après, la plupart, donc, ils sont super à l'écran, mais ils n'arrivent pas à articuler vraiment bien l'anglais. Okay. Et moi, je voulais vraiment un acteur, je voulais pas avoir les clichés. Les gars du site qui viennent ici parce que je voulais vraiment pas voir ces clichés-là, de voir un gars qui galère avec la langue et je sais pas quoi. Parce que je voulais vraiment avoir ce personnage qui est éduqué, qui parle parfaitement l'anglais, qui est très international, qui est vraiment très ouvert et tout ça.
Et puis après, tout à coup, Karim, il est venu. J'ai jamais entendu parler de ce gars. Il est venu comme ça, dans la salle, et j'avais l'impression de l'avoir connu depuis toujours. On rentrait dans la discussion, on parlait comme si on était les meilleurs potes. Et c'était vraiment très très simple. Vraiment. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il parlait français aussi. Qu'il avait un passeport français, ça m'aidait aussi. Donc au niveau de la production, ça nous aide, comme ça, il n'y a pas de problème de visa et tout ça. Et puis après, que c'est un gars qui voyage beaucoup, qui a joué dans pas mal de films internationaux, qui est très gentil, qui n'a pas de problème d'ego, que vraiment, c'était tellement chouette. On a passé, après la première entrevue, c'était 15-20 minutes, parce qu'il y avait d'autres acteurs qui attendaient. Et puis après, mais je ne lui ai pas donné le rôle comme ça. C'est que je lui ai dit, il faut que tu fasses une audition comme tout le monde. Je lui ai envoyé les scènes. Et puis quelques jours plus tard, il m'a envoyé des variations, comment il jouait. Et je trouvais que c'était génial, c'était magnifique la façon. Il était tellement honnête, tellement bien. Il trouvait aussi des tournures, il jouait un peu avec les phrases, un peu. Il avait vraiment quelque chose où je me sentais vraiment à l'aise. Je me dis, ouais, ce gars-là, s'il vient ici au Luxembourg, je crois qu'on va bien s'amuser sur le plateau. Parce que vraiment, il est très très gentil, il est super cool. Et pour moi, après, il n'y avait plus de doute, c'est que je voulais absolument qu'il joue ce rôle. Et je suis vraiment très très content de l'avoir connu. Et vraiment, ça ne sera pas le dernier film qu'on va faire ensemble. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai casté tous les autres acteurs, sauf les acteurs luxembourgeois, parce que ceux-là, je les avais déjà. Mais les autres acteurs comme Eric Abango, là, c'était la même chose. Le gars, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai l'impression. C'est qu'en fait, le truc qui est marrant avec Eric, par exemple, c'est que dans mon premier film, Les Fameux Gars, c'est qu'il y avait un acteur, Dieudonné Kabongo. Oui. C'est que, en fait, Dieudonné Kabongo, il est décédé quelques mois après le tournage du film. Et moi, j'essayais de trouver des connexions par rapport à sa famille pour faire une projection en son honneur ou quoi que ce soit. Et je trouvais personne. Je cherchais sur Facebook, sur Internet, je trouvais personne qui connaissait ou qui était de sa famille. Puis quelques années plus tard, je tombe sur un film allemand qui s'appelle Willkommen bei den Hartmanns. Je le regarde comme ça au cinéma, et puis après je vois dans le générique au début, je vois un gars qui s'appelle Eric Kabongo. Ok, je dis ok, peut-être, c'est un acteur, peut-être c'est le fils de Dieudonné Kabongo, peut-être, je sais pas. Je vois le film en allemand, je vois un acteur qui joue là, je croyais que c'était un acteur allemand ou quoi que ce soit, et il était super dans le film. Et puis après je dis, tout d'un coup je lui envoie un message pour le féliciter sur Facebook, et je lui demande est-ce que par hasard, t'es de la même famille que Dieudonné Kabongo? Il me dit ouais. Ok, on a grandi ensemble, c'est mon tonton. Incroyable. Je me dis ok, c'est quoi ce délire, c'est incroyable et tout. Et puis il me dit ouais, tiens, voici le numéro de sa femme, il faut absolument la contacter et on peut essayer d'organiser une projection ensemble et ça serait vraiment chouette. Et puis après, je lui ai écrit ça, puis quelques mois plus tard, quand je suis en train de faire mon casting, à la base je voulais un profil complètement différent en fait pour ce personnage-là. C'est que je voulais un asiatique à la base. Ah d'accord. Okay, donc, et je cherchais comme un dingue pour trouver un acteur asiatique, je ne trouvais pas. Et puis après, j'ai complètement laissé la faire. Et puis après, j'ai recontacté Eric par hasard. On s'est croisés ici lors d'un tournage. Donc, il tournait dans un film qui s'appelle Troisième Noce avec Pouli Lanners. Donc, il jouait aussi un rôle très important dans le film. Donc, on s'est croisés ici, on a passé une journée ensemble. Et là aussi, c'est la même chose. J'avais l'impression que je connaissais le gars comme ça par cœur. C'est que comme on était les meilleurs potes et tout. Et moi, après, il n'y avait pas de doute pour le prendre, c'est que c'était sûr. Parce que pour moi, ça, c'est lui et l'acteur principal, c'est les deux qui tiennent le film. Et je savais déjà que les deux, quand ils vont commencer à travailler ensemble, qu'ils allaient très très bien s'entendre. Et c'était vraiment le cas. C'était incroyable. Mais vraiment, là, je peux vous montrer les images des répétitions ou toutes les bêtises qu'on faisait sur le plateau et tout. Mais ils étaient tellement carrés. C'est des bons acteurs, mais vraiment. Et c'est vraiment un plaisir de bosser avec des gens comme ça parce que vraiment, ils jouent dans beaucoup. Donc, ils ont l'habitude de jouer sur des gros plateaux avec des stars et tout ça. Oui. Et puis, tout à coup, venir ici, c'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment. Premièrement, ils ont adoré le scénario. Et puis, deuxièmement, humainement, c'est qu'on s'est tellement bien entendu. Et puis, et même au niveau financièrement, c'était pas des gars qui demandaient beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont l'habitude de gagner beaucoup d'argent. Et dans nos conditions, c'était vraiment quelque chose qui était génial. Et jusqu'à maintenant, on est quasiment tous les jours en contact. Donc moi et aussi tous les autres acteurs. C'est-à-dire que tous les autres. Donc on a un groupe là sur WhatsApp, on s'écrit quasiment tous les jours des bêtises et je sais pas quoi. Et je sais que ces gars-là, ils sont derrière le film parce que vraiment ils adorent le film et ils sont vraiment derrière. Et c'est-à-dire qu'ils soutiennent qu'est-ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, ils sont toujours là.
Et c'est comme ça avec tous les autres, le reste du casting. C'est Oui, parce que vous avez un bon duo, mais vous avez aussi des super guests. Hein. Vous avez Mourad Zegandi, Jean-Luc Couchard, qu'on a déjà vu dans Dickeneck. Comment vous avez réussi à les convaincre? Ouais, c'est une longue, très longue histoire. Mourad, il est aussi exceptionnel. Hein. Mais moi, ces deux-là. Moi, j'ai grandi avec, on va dire, c'est-à-dire que Dickeneck, c'était un film que je kiffe tellement à cause des dialogues. Et, l'histoire, elle est un peu bizarre, mais juste, il y a tellement de culte là-dedans, c'est un film qui m'a tellement touché. Et c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai décidé de faire du cinéma. Okay. Donc, c'est aussi... Et Jean-Luc Couchard, de toute façon, j'ai toujours kiffé tout ce qu'il faisait. Et j'avais écrit le scénario avec eux en tête à la base. Et je les ai contactés il y a quelques années en arrière. Tous les deux, ils m'ont dit, donc Mourad et Couchard, ils m'ont dit tous les deux, non, ça ne m'intéresse pas, parce que on en a marre, on veut jouer des grands rôles, des rôles principaux, je sais pas quoi. Après, j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai commencé à réécrire un peu les personnages, de chercher encore d'autres acteurs. C'est que moi, je voulais, en fait, pour le rôle de Couchard, je voulais vraiment un acteur très connu pour ça. C'est que j'ai contacté vraiment pas mal d'acteurs belges qui sont très connus, des acteurs français qui sont très connus. J'ai aussi des acteurs américains qui sont très connus. Et ce qui est génial, tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont lu les scénarios, ils ont adoré, mais à chaque fois, ça ne marchait pas au niveau du timing. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment jouer, c'est-à-dire que quasiment unanime, quasiment tout le monde qui a lu le scénario, ils ont tellement aimé. Et moi, je dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a des dialogues, des trucs assez marrants, très, très bizarres, et je ne sais pas quoi. Et puis après, ça ne marchait pas au niveau du timing, parce qu'à cause du tournage et tout ça. Puis je dis, c'est quoi, je vais essayer encore une fois de contacter Mourad et Jean-Luc. Je vais contacter Jean-Luc. Il m'a dit, vas-y, on voit le scénario, vas-y, je vais le lire. Parce que toutes les choses ont changé depuis. Et lui, il a lu le même jour. Il y a mon agent de casting en Belgique qui m'appelle, ouais, Jean-Luc, il est à fond dedans, il veut jouer dans ça, quoi que ça coûte, il veut absolument jouer ça. Et puis après, il m'a dit, ok, si c'est comme ça, c'est génial, ok, donc peut-être tu peux essayer la même chose avec Mourad. donc il a appelé Mourad. Et Mourad, il a dit, si Jean-Luc il joue dedans, moi aussi je joue dedans. Génial. Il n'avait même pas lu le scénario. Oui, parce que c'est ce que je me demande aussi quand je vois son rôle. Quelle part d'impro, quelle part de scénario, parce qu'il est vraiment excellent dans son personnage. Ouais, le gars, en fait, j'avais beaucoup de chance, parce qu'il était très très chaud à l'époque, parce qu'il avait, je sais pas si tu connais cette histoire, on lui avait proposé le rôle principal dans un film de Brian De Palma. Je ne sais pas si tu connais ce réalisateur. Oui. Ok. Donc lui, il est en train de préparer un film sur les gars, là, les terroristes, la Molenbeek, qui ont fait les attentats à Bataclan, je ne sais pas quoi. Il voulait absolument avoir Mourad dans le rôle principal. Et Mourad lui a dit non, je ne vais pas jouer dans ce film. Okay, je ne vais pas jouer des rôles stéréotypés comme ça. C'est pas. Okay, je suis là un exemple pour les jeunes. Je ne vais pas représenter ce que les Américains vont raconter sur nous et je ne sais pas quoi. Et en plus, parce que le gars, il a grandi à Molenbeek. Donc il connaît cet environnement-là et tout ça. Mais il a dit très très clairement non. Et comme par hasard, c'est le même moment où je l'avais contacté. Et pendant ce temps-là, il y a toute la presse internationale. Ils ont commencé à parler sur Mourad parce qu'on dit ouais, enfin un acteur qui se bat, qui essaie de casser les stéréotypes et je sais pas quoi. Et un jour, il a même dit dans une interview qu'il préférait bosser avec moi, lui on dit mon nom, qu'avec Brian De Palma. Il a dit mon nom et Brian De Palma, la même phrase. Ouais, c'est un truc de ouf. Et puis Mourad il est venu comme ça sur le truc, il a lu le scénario sur le champ. Okay. Il a joué en fait. On va dire 75% c'est scénarisé, c'est-à-dire que c'était. Okay. Donc il a appris les lignes le jour même. Le reste, après, il était tellement carré parce qu'il jouait ce que moi je voulais. Et après, je dis vas-y, lâche-toi. Okay, donc c'est là où il a commencé à sortir des vannes. Et j'avais de la chance que mon acteur principal, parce que c'est quasiment toute l'interaction, c'est avec mon acteur principal. Mon acteur principal, lui aussi, il était assez ouvert pour l'improvisation. Okay, c'est-à-dire que même s'il était préparé pour les scènes et tout ça, mais des fois, il y avait des scènes tellement improvisées que le gars, il a réussi à s'adapter par rapport à la scène. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de peur ou quoi que ce soit. Et des fois, c'était tellement marrant, il devait vraiment retenir son sourire, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, c'était vraiment... Avec Mourad, c'était tellement génial. Mais le truc qui était marrant aussi avec Mourad, parce qu'on avait tourné la première scène avec lui, c'était quand il courait à l'aéroport. Ouais. Ça, c'est la première scène. Même quand il court, il a l'air comique, quoi. Et le pauvre, c'est vraiment... On avait commencé ça très tôt le matin et tout. Et c'était vraiment le premier truc, il devait courir. Et en plus, ça montait en pente. Donc vraiment, à chaque fois, c'était chaud. Puis le gars me disait comme ça après chaque prise, mais toi t'es un fou, putain, mais moi je viens fatigué de Bruxelles, et là maintenant c'est comme ça que tu me traites dès le début. Et puis après, ouais, le gars, il a tellement adoré le tournage
Et puis après, lui aussi, il m'appelle tout le temps. Il me dit ok, vas-y, tu m'appelles pour un prochain film. Absolument, je veux rebosser avec toi. C'était trop génial. Ok, Jean-Luc, c'est la même chose. Ah, Le gars, génial. il a tellement kiffé le film. Il est derrière le truc. Il me dit ouais, où est-ce que tu veux? Je suis là pour toi. Ok, mais vraiment, je suis là à 100%. Et moi, ça fait vraiment très très plaisir d'avoir pu avoir cette occasion-là. C'est un privilège, c'est-à-dire de jouer un peu. C'est des gars que Ouais. j'apprécie beaucoup. Et puis après, de les voir en vrai, c'est très très dur de faire aussi la différence entre le professionnalisme et puis moi en tant que fan, on va dire ça Mm. comme ça. Et au début c'était un peu dur, mais après on s'habitue. Après je les vois juste en tant qu'acteur ou maintenant en tant qu'ami. Et que vraiment on est là. C'est devenu quelque chose de très intéressant. Et je suis très très content et chanceux d'avoir pu vraiment avoir les acteurs que je voulais, que j'ai pu les avoir. Et ça c'était vraiment quelque chose de très très chouette. Et donc, la sortie, c'est pour quand? Donc le film, en fait, là maintenant, ils sont en train de faire pas mal de festivals, donc déjà. Donc là, Mhm. je suis très très content. Donc, là, je suis allé jusqu'en Chine. Là, il y a 2 mois, j'étais en Chine. Là, je l'ai montré Ah, génial. au festival de Beijing, de Pékin. C'était un truc de dingue. Mhm. Après ça, j'ai fait pas mal de festivals. Je suis allé en Hollande, en Belgique. Là, dans 2 semaines, il sera en Sicile. Et après, en août, je vais partir en Corée avec ce film. Donc, il a été choisi dans un très grand festival là-bas. En septembre, il y a pas mal de festivals, je crois qu'au Canada, aux États-Unis, tout ça. En octobre, je retourne en Chine. En novembre, je retourne aux États-Unis et au Canada. Là, il y a toute une tournée. Et puis après, entre tout ça, le film va sortir le 30 octobre en France Donc, et le en 30 Belgique. octobre en France et Ouais, en Belgique. ouais. Donc ça, c'est notre date. Et maintenant, on va commencer toute la promo. Donc là-dessus. Et parce que je veux vraiment mettre en avant surtout les acteurs francophones. Parce que Mhm. moi, maintenant, avant, j'étais plus international. Parce que le film il est sorti au Luxembourg, c'est qu'on l'a sorti ici. Et ça a très très bien marché. Là, j'étais très très content du résultat. Et ça a déjà. Moi, ça me rassure aussi. C'est que moi aussi, en tant que cinéaste, surtout comme j'ai dit, avec la comédie, c'est très très dur de faire des films qui voyagent. Et quand je vais jusqu'en Chine, que je vois les Chinois rigoler par mon humour, je dis, Mhm. parce que c'est jackpot, c'est bon. Là, j'ai de plus en plus, j'ai moins de crainte, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai plus confiance en moi-même. Mhm. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir maintenant aussi rentrer dans le marché francophone. Et j'espère que les gens ils apprécieront. Et voilà. Ok, et puis pour revenir un peu sur votre expérience, vous aviez fait Mhm. un premier film, Mhm. Les gars. Mhm. Vous pouvez nous faire le pitch? Ouais, le pitch, donc dans Les gars, c'est l'histoire de Steven, donc un jeune Portugais qui est dans une école ou dans une classe spécialisée. Et pour lui, c'est la première fois qu'il est invité pour aller voir le Portugal, son pays d'origine. Et une fois qu'il est arrivé sur place, c'est là qu'il décide de faire c'est-à-dire qu'il décide de prendre son chemin et de découvrir le Portugal à sa façon, pas de la passer avec l'école. Et donc ça, c'est un peu les grandes lignes. Et pendant tout ça, il y a pas mal de conflits. Donc il y a son pote Guy Désiré qui doit rester au Luxembourg pour diverses raisons. Et Guy Désiré, en même temps, il est amoureux de la prof et il veut essayer de la sauver. C'est un film dans un univers décalé, Mhm. surréaliste. Mhm. C'était quoi vos inspirations? Inspiration, Ouais. la base, c'était ma vie. Donc il y Ah, a ok. beaucoup de choses vraies là-dedans. Ah, Ok, d'accord. voilà, aussi, à 90% à peu près. Donc il y a beaucoup de choses. Ok. Donc moi, je m'appelle par exemple. Donc, premièrement, moi j'ai grandi ici au Luxembourg. Donc à l'école où j'étais un des plus vieux en classe, comme j'avais Ah dit oui, c'est avant. vrai. Deuxièmement, j'ai grandi avec beaucoup de Portugais. Donc la culture portugaise, je la connais très très bien. Donc il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont basés sur des choses que je connais. Troisièmement, Guy Désiré qui ne pouvait pas aller avec la classe en voyage, ça m'était arrivé aussi. C'est une C'est-à-dire histoire que de, quand de vous? ouais, c'est-à-dire que quand j'étais, je crois que je sais pas comment on appelle ça en français, mais je crois sixième primaire, ici j'avais 12-13 ans, il y avait toute l'école qui est allée en voyage de ski et j'étais le seul à ne pas aller avec. Pourquoi? Je pouvais pas y aller premièrement parce que mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour ça. C'est-à-dire qu'il fallait payer quelque chose, mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Et deuxièmement, j'avais pas les papiers. C'est-à-dire que j'avais pas de passeport. Et moi, à l'époque, j'avais mon passeport égyptien. Il fallait un visa. Je crois qu'ils sont allés en Autriche ou je sais pas quoi. Donc, il fallait avoir un visa pour ça. Et aussi, et tout ça, je pouvais pas l'avoir. Alors, mes parents, je crois qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et j'étais le seul, là, à ne pas aller avec.
Et j'ai passé alors tout le voyage pendant qu'eux, ils étaient là au ski pendant 2 semaines ou je sais pas quoi. Moi, j'étais là, on m'a mis dans une autre école, dans des classes où j'étais avec des gosses de 7-8 ans. Donc là, je me suis un peu inspiré là-dessus. Et c'est pour ça, moi, avec mes films, de toute façon, c'est un peu une sorte de thérapie. Oui. Même avec Sawa, c'est qu'il y a beaucoup de situations que j'ai vécues personnellement. J'essaie un peu de les retravailler. Donc, dans mes En films. choisissant le médium de l'humour, Oui, bien la sûr, comédie, bien hein, sûr, bien sûr. pour pas faire du pathos. Ouais, bien sûr. J'ai pas besoin de pleurer tout le temps. Et dans ce scénario, il y a pas mal de sketchs, avec des références luxembourgeoises, des répliques cultes. Un VIP, c'est un very Very important. important Portuguese, ouais. Et il y avait déjà la volonté de parler du Luxembourg. Est-ce que vous avez eu des bonnes réactions? J'ai eu des très très bonnes réactions du public. C'est-à-dire qu'ici, le public local, ils ont tellement adoré parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des films luxembourgeois, premièrement. Sur le Luxembourg. Ok, de voir des références avec lesquelles ils peuvent s'identifier. Mais j'ai été massacré par la critique locale et. Non, plus locale, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire la critique, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué sans avoir vu le film. Ça, c'est déjà. Ça, c'est quelque chose que. Je sais pas. Donc, j'ai été invité dans des émissions où il y a des gars qui étaient en face de moi et qui me disaient que j'essaie de provoquer des émeutes au Luxembourg, de casser l'image du Luxembourg. Moi, je dis, mais gars, est-ce que vous avez vu le film? Non, j'ai vu la bande-annonce, ça raconte déjà tout. Je dis, ok, les gars, désolé, mais regardez le film et puis jugez. Et surtout, ne me critiquez pas avant. Moi, je suis là pour faire la promo du film, pas pour me casser avant la sortie du film. C'est pas juste. C'est-à-dire, regardez le film d'abord, laissez le film une chance, et puis après, commencez à me critiquer, pas dans l'autre sens. Et j'ai été aussi critiqué par pas mal de profs, c'est-à-dire ça aussi. Oui. Pas des anciens profs, quand même. Des profs qui t'ont... Non, les anciens profs, oui, si. Il y a aussi des anciens profs qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, mais toi... Parce qu'en fait, j'ai filmé la section à l'école, j'ai filmé à la même école où j'étais, à Pétanche, à l'époque. C'était la même condition, c'est-à-dire que même au décor, c'était c'était comme dans le film. Donc, il y a beaucoup de gens, non... Parce que moi, le truc qui me saoulait un peu, parce que moi, le film, il se passe une partie dans l'école de la deuxième chance. Et moi, déjà, juste ce titre-là, l'école de la deuxième chance, je trouve que ça rabaisse beaucoup de choses, de jeunes surtout. C'est-à-dire qu'on dit qu'on leur donne une deuxième chance. Pourquoi? C'est-à-dire que parce qu'ils c'est étaient pas bons avant, c'est la dernière chance. Okay. Et puis après, le truc, c'est que je trouvais aussi le panneau qu'il était à l'école, c'est un truc fait sur Word, imprimé en grand. C'était tellement moche. Je dis déjà, c'est-à-dire que vous donnez aucun respect à tout le truc là. Et moi, et puis c'était aussi avant, c'est parce que le concept l'école de la deuxième chance, c'est un nouveau concept qui n'était pas là quand moi j'étais au lycée, mais ils ont utilisé le lycée où moi j'étais avant pour faire cette école de la deuxième chance à l'époque à Pétange. Donc il y a beaucoup de profs et des gens du ministère de l'Éducation nationale qui sont venus vraiment me dire, ouais, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas. Mais je dis, moi j'essaye juste de raconter une histoire. J'ai jamais dit une seule fois le système luxembourgeois ou à l'école n'est pas bien. Moi, je suis reconnaissant d'avoir fait l'école ici. Sinon, je ne serais pas intégré, je ne parlerais pas toutes les langues. Je ne pourrais même pas faire le cinéma. J'essaie juste de raconter une histoire. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à s'identifier dans cette histoire-là. C'est ça ce que je veux, c'est pas plus. C'est comme, et c'est bien de faire un peu de l'autodérision. C'est de rigoler sur soi-même, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que prendre tout au sérieux? Mais en même temps, il y a beaucoup de profs, surtout les plus jeunes, ils ont adoré. C'est-à-dire qu'ils prennent même le film dans les écoles pour le montrer. Donc, parce que, il y a des gens, parce que moi aussi, il y a des gens qui découvrent aussi petit à petit mon parcours en tant que personne. C'est que moi, je viens de nulle part. C'est que j'ai commencé, je suis un peu d'une famille riche, c'est que j'ai vécu dans un milieu qui est très très ouvrier. C'est-à-dire que tous les amis avec qui j'ai grandi, c'est-à-dire que la plupart, ils n'ont pas fait d'école, ils n'ont même pas fini le lycée. Où il y en a beaucoup qui sont en prison, soit ils sont morts parce qu'ils ont fait beaucoup de bêtises. J'ai été viré à l'âge de 16 ans de la même école à Pétange, en fait. Mais c'est pas j'étais viré parce que pour des raisons les plus minables qu'il y avait. Et c'est que et moi quand on m'a viré de l'école, c'est quelque chose qui m'avait tellement touché parce que je voulais vraiment finir l'école, mais là on m'a viré, puis après à 16 ans j'étais coincé, je savais pas quoi faire de ma vie. Mes parents étaient très très déçus de moi et j'essayais de trouver du travail, je savais pas quoi faire. J'essayais d'aller dans d'autres écoles, aucune école voulait me prendre.
Là, je me suis dit, ok, je laisse tomber le Luxembourg. Et je suis parti aux États-Unis. J'ai un oncle à moi qui est très très riche à Los Angeles. Et à l'époque, j'étais un grand fan du Prince des Bel-Air. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Okay, donc là aussi, le personnage de Will qui va de la galère vers son oncle. Et puis je débarque à Los Angeles et chez mon oncle qui est chirurgien très reconnu, professeur à l'université, je sais pas quoi. Je débarque là-bas, les gars, il n'était pas content de m'accueillir. J'avais l'impression, je voulais qu'il me mette dans une école privée, je sais pas, un peu comme dans les films, je sais pas quoi. Mais après, il m'a mis dans une école publique où c'était vraiment, là, c'était le ghetto absolu, c'est-à-dire que c'était dans un des quartiers les plus chauds à Los Angeles, où il y avait que des blacks et des latinos qui des fois, ils s'entretuaient. Il y avait des fois des situations où il y avait... C'est un sujet d'un prochain film, ça. Je suis en train de préparer, en fait. Ah ouais. Et là, ça m'a tellement ouvert les yeux. J'ai dit, là, c'est très, très stupide de partir comme ça, de chercher le rêve américain, que je viens de Luxembourg, un pays qui m'a donné tellement. Et maintenant, je n'utilise pas mes capacités au maximum. Et c'est là que je suis revenu ici au Luxembourg et j'ai commencé à travailler. J'ai fait des petits boulots gauche-droite comme ça. Mais mon père voulait absolument que j'ai un vrai travail. Donc il m'a même présenté à l'Arbed, dans ArcelorMittal, pour que je puisse avoir une formation là-bas ou quelque chose. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas un gars qui fait des trucs manuels. Je ne peux pas le faire. Je sais, je suis très très nul. Je n'arrive même pas à faire un trait avec le crayon qui est droit. Et moi, vraiment, je dis non, il faut que je retourne à l'école et je vais avoir le bac. Okay, et je vais aller à l'université, je veux faire quelque chose de ma vie. Et là, j'ai essayé vraiment de retourner à l'école. Aucune école voulait me prendre, mais à la fin, il y avait une seule sur la liste où le directeur de l'école m'a dit ok, je te donne une chance parce que je te connais. Il m'a dit ouais, tu me connais de quoi? Je sais que tu as des talents en basket. Tu es très très bon en basket. À l'époque, j'étais vraiment un des meilleurs au pays. J'étais très très fort. Et le gars, il me suivait. Et eux, ils avaient une des meilleures équipes de basket au Luxembourg. Donc il m'a dit je te fais entrer dans notre école, mais le premier trimestre, si tu fais une seule bêtise, si tu as une seule mauvaise note, et que si on perd un seul match, ok, t'es plus ici. Okay, donc j'essaie de respecter tout ça. Et après, là, à la rentrée, je suis allé à l'école là. Tout à coup, on a gagné le championnat de basket. J'ai eu de très très bonnes notes. Et j'ai continué les 4 années à suivre pour finir le bac. Et le jour où j'ai eu le bac, j'ai eu mon passeport luxembourgeois et j'ai voyagé la première fois en Égypte. Donc j'avais 21 ans à l'époque, ou 22 ans, je ne sais plus. J'ai déjà vu quand j'ai eu le bac. Ah oui, tu n'étais pas allé depuis tes 7 ans? Ouais. Ok. Et moi, je ne pouvais pas aller en Égypte parce que à 18 ans, il faut faire l'armée parce que je suis né là-bas. Et j'ai un frère, donc tous ces éléments-là, donc moi, pour aller à l'armée là-bas, c'était impossible. Et j'ai dû renoncer à ma nationalité égyptienne. Et le jour où j'ai eu... C'est-à-dire que je suis allé chercher mon passeport luxembourgeois. J'ai fait mon serment pour avoir le passeport luxembourgeois. Et j'ai couru comme un dingue pour aller chercher mon diplôme pour avoir le bac. Le lendemain, j'étais dans l'avion pour aller en Égypte. Et c'est une aventure de dingue. J'ai découvert mon pays, mes origines et tout ça, et ma famille. Et c'était vraiment chouette. Et quelques mois plus tard, j'ai été accepté à une université en Angleterre. Et je suis resté là-bas jusqu'à faire un master et tout ça. Et j'ai découvert ma passion pour le cinéma. Master en réalisation. Okay. Avant ça, j'avais un bachelor en journalisme et communication. Mais ça ne m'intéressait pas trop. J'ai fait ça juste parce que c'est le truc le plus facile. C'est là où je pouvais rentrer plus facilement. Mais c'est là où j'ai appris. J'ai trouvé vraiment ma voie en tant que... C'est le cinéma qui m'a vraiment... atterri et j'ai appris à lire aussi, à lire et à être critique. C'est quelque chose que j'ai jamais appris ici à l'école. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux pour devenir cinéaste et raconter des histoires. Et pour revenir au film Les Gars, y a pas mal de guests locaux. Comme il y a Léa Linster, Andy Bausch, Marilyn Bergman. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Non, pas du tout. Non, je l'ai fait comme ça parce que... Non, moi je l'ai fait, je sais pas pourquoi. C'est que moi, déjà, j'ai grandi avec les films dans les années 80 comme on l'appelle Naked Gun en anglais, mais en français, il y a un pilote dans l'avion, par exemple. Ce genre d'humour, c'est ultra décalé. Et là aussi, il y avait des fois des caméos comme ça, où dans une scène, un acteur qui dit une ligne. Et moi, je dis, ça serait chouette, pourquoi pas? Et à l'époque, il y avait Andy Bausch, le réalisateur. Lui avait vu mon premier court-métrage.
Et il m'a dit, toi, t'es un dingue. Mon premier court-métrage, La fameuse route, je sais pas si vous connaissez. Et ce film-là, Andy Bosch l'avait vu, il me dit, mais c'est qui ce réalisateur-là, avec ce nom bizarre, il fait des comédies bizarres, je sais pas quoi. Il m'a dit, c'est trop fort, ok, enfin quelqu'un qui fait des choses différentes. On s'est connus comme ça et on est devenus potes. Puis après, moi, je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses de faire... Non, en fait, lui, il m'avait demandé pour que moi, je fasse un petit caméo dans son film. Donc, il m'avait demandé pour que je sois une silhouette dans une... Il avait fait un film à l'époque qui s'appelait... Je crois La Belle Époque. C'était un documentaire, mais avec des éléments de fiction dedans. Donc, il voulait que je joue un minier, un gars qui travaillait dans les mines ici. Et puis après, moi j'ai improvisé comme ça sur le champ. Je dis, qu'est-ce que t'en penses de faire un petit truc dans mon film? Il me dit, ouais, bien sûr, ouais, je le ferai volontiers. C'est comme ça qu'on a eu ça. Et puis après lui, je me suis dit, ça serait cool d'avoir encore plein d'autres luxembourgeois. Et les frères Schleck n'étaient pas dispo? Les frères Schleck, ils voulaient le faire. Ah ouais, Ils n'étaient pas dispo, mais nous, malheureusement, pendant le tournage, c'était le Tour de France. Ok. Et moi, j'étais un peu déçu, mais après, j'ai improvisé Ouais. de les appeler Speck. Et j'ai trouvé comme ça, on m'avait présenté plein de figurants, et puis j'ai trouvé deux gars qui étaient un peu balèzes. Et je dis, est-ce que vous pouvez monter sur un tandem, ou comment on appelle ça, un vélo avec les deux trucs là? Et puis après, ouais, elle me dit, ouais, on fait ça. Et puis après, comme ça, j'ai changé de Schleck à Speck, parce que Speck, ça veut dire du lard. Oui, bah oui. Et on a fait cette scène, et c'était devenue tellement culte ici, les gens ils ont tellement kiffé ce truc, et que moi j'étais choqué, mais là j'ai une petite anecdote, où quelques années plus tard, je regarde le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. La toute première scène, je ne sais pas si vous avez vu le film, vous vous rappelez, il y a une scène où Django il se fait tirer, donc il est là avec des gars qui achètent des esclaves et tout ça. Il y a deux gars sur des chevaux, ils s'appellent les frères Speck. Regardez très très bien le film. Ah ouais, j'ai regardé ça. Okay. Et c'est écrit dans le générique, les frères Speck. Ah, délire. Et moi, quand j'ai vu ça, je sais pas, ça se peut-être Tarantino il a vu mon film, peut-être c'est un hasard absolu, parce que de voir deux gars, moi j'avais deux gars sur un vélo en 2012 à l'époque ou 2013, lui avait en 2014-2015, il avait deux gars sur des chevaux dans le 19e siècle. Je sais pas, c'est quelque chose qui s'appelle Speck aussi, je sais pas. Et moi j'ai écrit une lettre à Tarantino, mais il m'a jamais répondu jusqu'à maintenant. Ah, c'est bien, à chaque fois vous allez quand même vers les stars. Moi j'ai pas peur. Ouais, c'est bien. Le truc c'est que j'ai écrit une lettre, mais moi j'ai écrit il y a 2-3 ans en arrière, mais il m'a jamais répondu. Peut-être un jour il va me répondre, peut-être. Je sais pas. Et dans tout votre chemin, c'était quoi le plus gros moment de doute? De doute, j'ai tout le temps des doutes. Tout le temps? Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, même maintenant. Moi, j'ai des doutes de dire n'importe quoi, là, maintenant. Le truc, c'est que j'ai tout le temps des doutes, parce que c'est ça ce qui m'enrichit aussi en tant que personne, c'est que je me demande plein de questions par rapport à tout. C'est que ça ce qui me fait mûrir aussi en tant que personne. Et comme j'ai dit, moi, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses très très tard, comme le cinéma, je l'ai découvert tard, la littérature, je l'ai découvert ça tard, le sens critique, j'ai découvert ça tard. Okay. Et c'est ça ce qui... Moi, tous les jours... C'est que, même là maintenant, je sais pas, j'ai quel âge, même pas, 38 ans, c'est que je n'essaie même pas de penser quel âge que j'ai, mais le truc c'est que je me dis, c'est qu'on grandit tout le temps et on apprend tout le temps. Et moi quand je fais mes choses, même si on voit dans mes films qu'il y a une certaine légèreté et tout ça, mais cette légèreté-là, les gens ne se rendent pas compte quel genre de travail il y a derrière et combien de doutes. C'est-à-dire juste pour vous dire un petit truc, c'est pour Sawa par exemple, j'ai fait 47 versions du scénario. Donc 47 versions, c'est beaucoup. Et un scénario, ça fait entre 110 et 120 pages. Ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. Quand on lit, maintenant, il y a quelques semaines, j'ai sorti quelques versions. Et moi, toujours, parce que moi j'ai beaucoup de chance qu'on m'a financé l'écriture. C'est le film Finissima, ils ont cru au projet dès le début. Et ils sont basés en fait sur le temps du film que ça devient une comédie. Et c'est comme ça que j'avais pitché aussi aux gens ici. Mais après, en écrivant, c'est que moi je suis convaincu de mes personnages, de mon histoire et tout ça. Mais après, quand je fais lire ça à des gens, des fois les gens me disent non, c'est pas, il y a quelque chose qui, c'est pas moi, c'est pas ce que nous on voulait, c'est pas ça ce qu'on nous on s'imaginait, c'est trop dramatique, c'est trop actuel, c'est trop, je sais pas quoi. Et ça me met en doute. Et là, des fois, ça me dit que maintenant je vais recommencer. Page blanche, je réécris 110 pages. Okay, et vraiment. Et comme ça, je suis arrivé à 47 versions. Et je faisais. C'est énorme. C'est-à-dire que tous les gens autour de moi, je les ai rendus dingues. Parce que les gens qui finançaient, mes co-scénaristes, mes producteurs.
Et en tant que réalisateur, c'est que ça me donne une très très mauvaise image aussi pour ces gens-là qui croient en moi, en mes talents. Mais ils disent, ok, si ce gars m'a touché à l'écriture, il a tellement de doutes, comment il va faire pendant le tournage? Donc là, il va péter un câble et on n'a pas. Et, euh, et c'est là, après, maintenant qu'en lisant les versions, je vois que il y avait des versions ultra dramatiques du scénario où c'est devenu un film sur la crise migratoire et les réfugiés de maintenant qui viennent de Syrie et que j'étais très très ancré là-dedans. Une autre version, c'était que sur le printemps arabe. Une autre version, c'était que sur mes frustrations, moi, envers, je sais pas, En tant tellement en qu'artiste. tant qu'artiste. Une autre version, c'était trop décalé comme dans les fameux gars. Ah oui, oui. Et donc tout ça, ça rendait les gens dingues. Donc ils me disaient, mais le gars là, il n'a pas confiance en soi, il sait pas où est-ce qu'il veut aller. C'est dur de trouver l'équilibre. Ouais. Et, euh, et moi, des fois aussi, je me dis, je vais pas faire le film, j'abandonne le projet complètement. Ça m'est arrivé tellement de fois. Mais après, c'est aussi grâce à ma femme aussi, parce que ma femme est aussi une artiste, donc elle écrit des livres pour enfants. Donc elle m'a vraiment soutenu pendant toutes ces années. Sans elle, je sais pas où je serais aujourd'hui. C'est que vraiment, elle me comprend très très bien, et c'est elle qui m'a vraiment guidé après vers une direction où je suis resté dessus. Et c'est maintenant par rapport à savoir, c'est là où je suis resté là-dessus, et je suis très très content du résultat. Même, même si avec toute l'aventure que j'ai vécue pour faire le film et tout ça, c'est que j'ai pas vraiment, j'ai fait le film que je voulais, mais c'est pas à 100% parce qu'il y avait beaucoup d'imprévus, ce qui est normal, mais c'est aussi un exercice et de l'expérience. Mais parce qu'un film, c'est vraiment, il se fait en plusieurs fois, c'est qu'à l'écriture, au tournage, au montage, ok, et Ouais. des fois même après l'avoir projeté. Donc, et, euh, et moi, le truc, c'est que où j'étais très très content, c'est que j'ai réussi quand même à faire un film où j'ai réussi à mettre un peu toutes les versions différentes du scénario. Ouais, il y a un équilibre. C'est-à-dire, il y a un équilibre entre le drame, Mhm. la comédie, le social, ce qui se C'est passe une dans le monde comédie, ouais, aujourd'hui. qui... Donc j'ai réussi, j'espère que j'ai réussi, mais je crois que les gens ils ont compris un peu où je voulais aller. Et aussi, j'ai ajouté ma touche quand on voit aussi pas mal de références par rapport aux fameux gars. C'est-à-dire dans le film Les gars, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui voient les références, donc, et des petits détails. Et là, j'étais très content qu'il y a des gens qui ont vu ça. Donc juste un petit détail, quand on voit dans les fameux gars, quasiment tous les personnages ont toujours le même costume. Dans mon film, Samir, pendant tout le film, il a quasiment le même Ah, costume. ouais, ouais. Ok. Et ça, c'est des choses, et c'est des références comme ça, par rapport, on va dire, en grandissant en tant que gosse, en regardant les dessins animés. Quand on voit les Simpsons ou quand on voit Mickey, ils ont toujours le même costume. Hmm. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça que moi, je mets un peu mes trucs là-dedans, où les gens ils peuvent peut-être voir ces petites références. Et ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui voient ça vraiment, hein, tout le travail qui est fait là derrière. Ou là, maintenant aussi avec Sawa, je suis très content que ça m'ouvre beaucoup ça m'ouvre beaucoup de portes déjà, ça, je suis très très content. Là, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais deuxièmement, où je suis vraiment le plus content, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un peu un parcours similaire que moi, que je leur donne de l'espoir. C'est-à-dire que, et surtout aussi les jeunes qui sont issus de l'immigration, parce que des fois, là, ils ne sont pas intégrés, des fois, même jusqu'à maintenant, même la nouvelle génération. Donc là, c'est vraiment, des fois, c'est vraiment c'est très dur pour eux, pour s'exprimer. Parce que je vais beaucoup dans les écoles aussi, donc pour présenter mon film et aussi parler avec les jeunes. Et les jeunes, ils me voient aussi en tant qu'exemple pour eux, que je leur donne vraiment de l'espoir et ne pas avoir peur. C'est-à-dire de ne pas avoir peur du système, de ne pas avoir peur des parents, de ne pas avoir peur de soi-même. D'être une source d'inspiration. C'est-à-dire, et là, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a aussi plein de jeunes, surtout arabes. Moi, je suis arabe au cœur, mais je suis pas vraiment. Je viens pas du Moyen-Orient vraiment. Moi, ok. Mais dans mon cœur, je suis égyptien. Mais aussi des gens en dehors du Luxembourg qui m'écrivent des messages quasiment tous les jours. Ils me disent, waouh, c'est mon inspiration, c'est différent. Et moi aussi, je veux aussi devenir cinéaste. Je veux écrire des histoires. Je sais tellement d'histoires à raconter. Et moi, ça me touche vraiment au cœur, que vraiment que tout ce travail qui a été fait, toutes les galères que j'ai vécues pour arriver où je suis aujourd'hui, même si je galère encore, mais le truc c'est que ça me fait vraiment très plaisir que j'arrive à donner les émotions aux gens et que ça puisse aussi changer les choses. Et en tant que luxembourgeois surtout, parce que ici, c'est un peu comme partout, le milieu cinéma c'est un milieu qui est très très privilégié, très fermé, très élitiste, donc la plupart des gens ne connaissent même pas les réalisateurs luxembourgeois ou la scène luxembourgeoise. Donc je me sens aussi assez chanceux de pouvoir faire partie de cette génération de jeunes réalisateurs, mais en même temps, c'est que j'ai aussi un public qui me suit localement, qui vraiment... Oui, c'est dur d'être prophète en son pays. Ouais, bien sûr, mais ça...
Mais en même temps, je suis très content que même les gens de l'industrie, c'est que eux, avant, les gens me détestaient, c'est que je sais. Parce que moi, je les provoquais toujours avec tous mes films, parce que je leur donnais vraiment un gros. Je sais pas comment on peut dire ça, on le voit pas ici, mais je leur disais. Parce que vraiment, c'est comme ça que je me sentais aussi. Mais maintenant, les gens, ils voient une certaine qualité dans les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui espéraient que ça allait devenir une catastrophe tellement de niveaux. Parce qu'ils ont dit que ce gars-là, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas blablabla, que toutes ces conneries-là. Et il y a des gens qui ont apprécié le travail, qui voient vraiment une valeur dans les choses. Et maintenant, même, c'est que j'ai l'impression qu'ils me voient différemment. Et même, je parle avec eux, avant on ne parlait jamais. Okay, mais je savais de diverses sources qu'il y avait beaucoup de gens qui ne m'aimaient pas. Et ça va tellement loin que même au niveau du gouvernement ici, c'est qu'ils sont très très contents avec moi. C'est-à-dire le Film Fund qui ont investi dans le film. Donc ils adorent le film, c'est qu'ils le défendent vraiment à tellement de niveaux, parce qu'ils me voient en moi en tant qu'ambassadeur pour Luxembourg, déjà. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très, que je ne pouvais même pas m'imaginer. C'est parce qu'ils voient quand je vais à des festivals et que je mets toujours le Luxembourg en avant comme ça, et que moi je le mets aussi dans le film. Et que je montre pas, je montre tourné, une autre facette. Mais ça raconte aussi Luxembourg. Non. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. C'est pour ça en Chine, quand je vois que les Chinois, quand tu es dans une salle et tu as 1300 personnes qui rigolent en même temps à la même blague, okay, moi je dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et surtout les Chinois, j'ai toujours l'impression qu'ils n'arrivent pas à montrer les émotions. Mais là, c'était peut-être les sous-titres, je sais pas. mais quand je vois des trucs comme ça, ou que je vais même dans des endroits, j'étais à Rotterdam par exemple, où j'ai montré le film, il y avait 2 projections où c'était sold out, il n'y avait pas une seule place de libre. Il y avait même des gens qui attendaient à faire la queue, ils n'ont pas réussi à rentrer. Les gens ont tellement adoré le film. Et quand je fais des questions-réponses avec le public, c'est toujours chouette de voir aussi comment les gens y réagissent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et moi, ça m'enrichit beaucoup. Et ça me donne tellement de confiance en moi-même que je crois que c'est peut-être la loi de l'attraction, ou je sais pas comment on peut appeler ces trucs-là, c'est que je crois vraiment qu'on peut faire changer les choses si on veut. Et là maintenant, le gouvernement m'a donné cet honneur de faire partie d'un collectif d'artistes pour aller à Dubaï à l'Expo en 2020 pour faire des projets là-bas. Et vraiment avec un collectif d'artistes, des gens qui sont très très établis, qui ont vraiment une très très belle carrière, et que moi aussi je fasse partie de tout ça. Et là maintenant, on est en train de développer quelque chose d'assez chouette pour mettre là-bas au pavillon luxembourgeois, pour représenter Luxembourg, on va dire ça comme ça. Vous avez anticipé mes 2 questions suivantes, hein, parce qu'après les doutes, je voulais parler des choses positives. Okay. Donc on en a entendu parler dans les écoles, et pour la dernière question, je voulais parler des projets. Et donc là, c'est ce que vous venez d'expliquer. Et prochain projet, prochain film aussi. Ouais, donc là j'ai Dubaï, premièrement. Ça, c'est un gros projet sur lequel je travaille maintenant pendant jusqu'à Dubaï en octobre 2020. Mais en parallèle, là j'ai eu beaucoup de chance que le Film Fund ici m'a accordé de l'argent récemment pour écrire mon prochain scénario. Donc là je suis très très content. C'est passé comme ça, premier coup. J'étais très très content qu'ils me font vraiment confiance. Et je crois que cette fois-ci, là en fait ça sera la deuxième partie. Ça c'était le premier du trilogie de 3 films que je vais faire. Ah, ok. Ouais. Donc c'était 3 parties de ma vie. Et ça sera 3 films complètement différents, avec un ton différent, et avec quasiment des thèmes très très similaires. Donc, d'accord, donc là ça sera les États-Unis en fait. Exact. Okay. Et ça sera 3 parties de ma vie. En fait, donc Sawa, c'était donc moi en tant que DJ, en tant qu'artiste, et comment mes parents sont venus ici par erreur, mes histoires que j'ai vécues avec des gens du voyage, plein de trucs comme ça. Et avec le prochain film, ça aura un temps un peu, peut-être, j'espère, un peu moins comique. Et ça sera plus une histoire, un coming of age, donc un jeune qui se cherche, et il n'arrive pas à trouver son bonheur ici, alors il le cherche ailleurs. Donc il va aux États-Unis. Et après, ça va lui ouvrir un peu les yeux par rapport à beaucoup de choses, et il va grandir, va devenir adulte grâce à ça. Mais là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de moi personnellement. Et puis le 3e film que je veux faire, ça sera vraiment une histoire qui me tient le plus à cœur en fait. Et là, ça sera le point de vue d'un gosse de 10 ans. Oui. Okay. Avec l'arrivée des parents? Non, pas l'arrivée des parents. Ça sera pas l'arrivée des parents, ça sera dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sera un voyage à travers l'Europe avant l'ouverture des frontières. Et parce que moi j'ai vécu aussi une histoire très très similaire quand j'étais gosse, et c'était une histoire de dingue. C'est une sorte de La Vita è Bella
C'est-à-dire c'est un père qui essaie de sacrifier tout pour sa famille. Et ça, c'est une histoire que moi, en ce moment, je me sens pas encore assez mûr pour la faire. Mais ça sera la troisième partie. Pour finir, on avait parlé de la Couteau-Fabrique pour Sawa. Ouais. Bientôt, prochaine... Donc le 12 juillet, on a une projection spéciale. C'est le 12 juillet, ok. Ouais, donc on aura une projection spéciale à la Couteau-Fabrique, où je serai là aussi à présenter le film. Et peut-être je vais ramener aussi quelques acteurs. Comme ça, on pourra même parler avec le public. Sympa. Donc on donne rendez-vous aux auditeurs alors. Ouais, ça serait chouette, j'espère. Couteau-Fabrique. Ouais, bien sûr. Ok, merci Adi d'avoir partagé votre expérience sur podcast.lu. Donc je vous souhaite plein de succès avec la sortie de Sawa. J'espère que tout le monde ira à la Couteau-Fabrique. Nous, on y sera. Et donc je vous propose de finir le podcast avec un extrait de la bande originale du film. Ouais, ça serait chouette, bien voilà, sûr. mixé par DJ CHI. Non, c'est pas un DJ, c'est un producteur. C'est un producteur de musique qui est très très connu, que beaucoup de gens ne savent pas qu'il vient de Luxembourg. Oui. Donc, en fait, il vient du rap, c'est le producteur fétiche de Youssoupha, par exemple. C'est un gars qui a vendu des millions de disques, mais il habite ici à Steinzel, juste à côté. Et il fait moi je l'appelle en fait, CHI, moi je l'appelle le magicien. Donc c'est une chanson qui s'appelle Sans frontières. En fait, elle fait partie du générique du film. C'est une chanson qu'on a fait ensemble avec 3 artistes qui sont aussi acteurs dans le film. Donc là, c'est Ginkgo, a.k.a. Paul Robert, qui est un acteur luxembourgeois. Laura Yenish, qui est une rappeuse française, qui a aussi un petit rôle dans le film. Et Erika Bango, qui joue le deuxième rôle principal, qui est aussi un rappeur qui s'appelle Crazy E en Belgique. Et c'est une chanson qu'on a fait comme ça, avec plein d'amour. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je rêve de voir le monde dans toute sa splendeur, de voir ses cultures, ses coutumes, presque j'en pleure. J'en rêve tous les soirs dans ma petite demeure, pouvoir suivre les envies qui font battre mon cœur. Le jour viendra où j'aurai les couilles de le faire. Je partirai loin, qui sait, peut-être même au Caire, à la recherche de soi-même, peu importe où ça m'emporte. Espérons que j'en apprenne, mais c'est vrai que ça devient embarrassant. Moi je veux voir le monde et changer en même temps, partager mes chansons, de le montrer à plein de gens, tous ces instruments que j'aimerais apprendre. Il n'y a que dans nos têtes qu'on met des barrières. Il n'y a que sur les cartes qu'il y a des frontières. Il n'y a que de l'amour que naît la lumière. Il n'y a que de nos cœurs que sortent nos prières. Il n'y a que dans nos têtes qu'on met des barrières. Il n'y a que sur les cartes. Pour ne manquer aucune interview, rendez-vous sur Spotify et podcast.lu.